L'été australien de 1993. Dans la banlieue côtière de Frankston, au sud de Melbourne, les habitants vivent à un rythme tranquille. Des rues bordées d'arbres, des jardins bien entretenus, des familles qui se connaissent depuis des années. C'est ce genre d'endroit où l'on laisse encore les portes déverrouillées, où les enfants rentrent seuls de l'école, où la confiance entre voisins est une évidence. Personne ne pouvait imaginer que pendant 7 semaines, un homme allait transformer cette quiétude en terreur. Un homme que tout le monde croisait sans le savoir. Un visage banal dans les rues de Frankston. Son nom, Paul Charles Denyer. C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Avant de parler des crimes eux-mêmes, il faut comprendre l'environnement dans lequel ils se produisent. Frankston, en 1993, est une communauté de classe moyenne. Des familles d'ouvriers, des commerces de proximité, une gare ferroviaire qui relie le quartier au centre de Melbourne. La vie s'y déroule sans éclat, mais avec une certaine douceur. Paul Charles Denyer est né le 14 avril 1972. Au moment des faits, il a 21 ans. Il est le troisième d'une fratrie de 6 enfants. Sa famille appartient à cette classe moyenne ordinaire, rien d'exceptionnel à première vue. Mais derrière cette façade, quelque chose s'est brisé très tôt. À l'école, il est mis à l'écart. Les autres enfants le rejettent. Ses résultats sont médiocres. Il ne trouve pas sa place, ni parmi ses pairs, ni dans le monde du travail. À 15 ans, il vole une voiture, sa première infraction officielle. À 21 ans, il tente de s'inscrire à l'académie de police. Il échoue. Il se retrouve au chômage, isolé, sans perspective. Mais ce que l'on ne sait pas encore, ce que l'on apprendra plus tard de sa propre bouche, c'est que depuis l'âge de 14 ans, Paul Denyer entretient des fantasmes de meurtre, qu'il suit des femmes dans la rue depuis ses 17 ans, qu'il planifie, observe, attend. Frankston ne le sait pas. Personne ne le sait. Le 11 juin 1993, en soirée, une jeune femme de 18 ans rentre chez elle à pied. Elle s'appelle Elizabeth Stevens. Elle est originaire de Tasmanie, arrivée récemment à Melbourne pour y poursuivre ses études. Une vie toute neuve qui commence. Elle habite à peine à 250 mètres du lieu où son corps sera retrouvé. Elle ne rentrera jamais. Dans la nuit du 11 au 12 juin, aux alentours d'1h du matin, des passants découvrent son corps dans Lloyd Park, à Longwarren, un quartier résidentiel de la région de Frankston. Elle est partiellement couverte de branches. Il y a des traces de lutte, des hématomes, des écorchures. La cause de la mort est l'étranglement. Mais ce que les enquêteurs constatent va bien au-delà de l'acte fatal. Le corps porte des marques profondes, des lacérations infligées après la mort, disposées en motifs croisés sur la poitrine. Ce n'est pas simplement un homicide, c'est quelque chose de plus sombre. Les enquêteurs récupèrent le sac d'Elizabeth, portant son prénom. Mais une tempête s'est abattue sur la zone cette nuit-là, compromettant une partie des preuves. Le dossier reste ouvert. Pour l'instant, rien ne relie ce crime à un auteur précis. La police traite l'affaire comme un homicide isolé, une tragédie terrible. Mais une affaire isolée, elle ne l'est pas. Le 8 juillet 1993, aux alentours de 18h, une femme de 41 ans, prénommée Rosa Toth, marche seule dans les environs de la gare de Seaford. La gare est fréquentée, la rue connue. Rien qui ne justifie la prudence particulière. Un homme l'approche par derrière. Il la saisit. Il pointe contre elle ce qui ressemble à une arme. Il l'entraîne vers une zone sombre, à l'écart de la rue. Ce qui se passe ensuite relève d'un courage exceptionnel. Rosa Toth ne cède pas à la panique. Elle lui propose sa bague. Il refuse. Elle tente de fuir une première fois. Il la rattrape. Elle essaie encore. Et cette fois, elle réussit à atteindre une route, à arrêter une voiture, à s'échapper. Elle s'en sort avec des blessures légères. Plus tard, elle décrit son agresseur à la police. Un homme jeune, entre 18 et 20 ans, robuste, environ 1,80 m. Cette description sera précieuse, mais on ne le sait pas encore. Car ce même soir, à peine 1 heure plus tard, à environ 19h, une jeune femme prénommée Deborah Freem quitte son domicile pour aller acheter du lait dans un commerce à 650 mètres de chez elle. Elle a 22 ans. Son bébé, né 12 jours auparavant, l'attend à la maison. Deborah Freem ne reviendra jamais. Les policiers retrouvent sa voiture abandonnée. Ils remarquent quelque chose d'étrange. Le siège conducteur a été déplacé vers l'arrière, comme si quelqu'un de plus grand avait conduit. Il y a du sang sur la banquette arrière.
Le capot est légèrement enfoncé. Pendant 4 jours, sa famille est sans nouvelles. Le 12 juillet, un agriculteur découvre son corps dans une zone rurale isolée. La cause de la mort est l'étranglement. Comme pour Elizabeth Stevens, le corps porte des traces de violence post-mortem, des lacérations et des entailles à la gorge. Le corps est partiellement dissimulé sous des branchages. Les enquêteurs ne peuvent plus parler de coïncidence. Un schéma se dessine. Même méthode, même rituel de dissimulation, même violence exercée après la mort. La police de Victoria lance l'opération Pulsar, une enquête d'envergure mobilisant des dizaines d'agents. Un profil psychologique commence à se former. L'auteur est probablement un homme jeune, entre 18 et 24 ans, habitant la région. Il connaît les lieux. Il choisit ses victimes de manière opportuniste, mais agit avec un certain niveau de préméditation. La terreur s'installe à Frankston. Les femmes évitent de sortir seules. Les rues se vident dès la tombée du jour. Le 30 juillet 1993, en fin d'après-midi, une adolescente de 17 ans quitte son lycée pour rentrer chez elle. Elle emprunte un raccourci habituel, un sentier qui serpente entre 2 terrains de golf. Elle s'appelle Natalie Russell. Un orage approche. Le ciel s'assombrit. Natalie ne sait pas que quelqu'un l'attend déjà sur ce chemin. Paul Denyer a repéré cet endroit. Il a coupé les barbelés d'une clôture pour se préparer une voie de fuite. Il a tout planifié. L'attaque est rapide et brutale. Natalie Russell est étranglée à l'aide d'une lanière en cuir, la courroie d'une paire de jumelles. Le corps est retrouvé le même soir, aux alentours de 23 heures. Comme pour les 2 victimes précédentes, il porte des mutilations infligées après la mort. Mais cette fois, il y a quelque chose que Paul Denyer n'a pas prévu. Sous les ongles de Natalie Russell, les techniciens de scène de crime trouvent des fragments de peau. Du matériel génétique, un profil ADN inconnu, mais qui attend désormais d'être confronté à un suspect. Et il y a autre chose. Ce même 30 juillet, dans l'après-midi, une factrice du nom de Vicky Collins effectue sa tournée habituelle dans le quartier. Elle remarque une voiture sans plaque d'immatriculation garée en bordure du sentier. À l'intérieur, un homme observe les alentours avec des jumelles. Elle note le détail. Elle en parlera à la police. Le lendemain matin, le 31 juillet, les enquêteurs disposent d'une description du véhicule et d'un signalement. Les recherches les conduisent rapidement vers un habitant local, un jeune homme de 21 ans, sans emploi, qui vit dans la zone de Seaford, au cœur même du périmètre des crimes. Son nom, Paul Charles Denyer. Les policiers l'interpellent. Ils remarquent immédiatement des blessures sur ses mains, dont une entaille récente à un doigt, cohérente avec une lutte. Ils perquisitionnent son domicile. Ce qu'ils trouvent est accablant. Des couteaux, certains fabriqués artisanalement, des vêtements tachés, une paire de jumelles, à laquelle il manque la courroie, une courroie en cuir, semblable à celle utilisée pour étrangler Natalie Russell, une pince coupante, compatible avec les barbelés sectionnés près du lieu du dernier meurtre, et une arme factice, un tube métallique façonné pour ressembler à un pistolet. Denyer est placé en garde à vue. Les enquêteurs lui demandent de se soumettre à un prélèvement ADN pour comparaison avec le matériel retrouvé sous les ongles de Natalie Russell. À ce moment précis, Paul Charles Denyer comprend que c'est terminé. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1993, à environ 4 heures du matin, Paul Charles Denyer avoue. Il avoue les 3 meurtres. Celui d'Elizabeth Stevens, celui de Deborah Freem, celui de Natalie Russell. Il avoue également l'agression contre Rosa Toth, et il révèle quelque chose d'autre. C'est lui qui, quelques mois plus tôt, en février 1993, a fait irruption dans la maison d'un couple de la région. Il avait tué leur chat. Il avait écrit des messages menaçants sur les murs avec du sang. Une répétition, une escalade. Moins de 32 heures après le meurtre de Natalie Russell, l'affaire est close. Mais la confession de Denyer ne se limite pas aux faits eux-mêmes. Il parle, il explique, et ce qu'il dit est glaçant. Il dit qu'il haïssait les femmes, qu'il avait des fantasmes meurtriers depuis l'âge de 14 ans, qu'il suivait des femmes dans la rue depuis ses 17 ans, qu'il planifiait ses crimes à l'avance, le choix des lieux, les conditions météorologiques, les voies de fuite. Il choisissait délibérément les jours d'orage pour réduire les traces laissées sur les scènes de crime. Il modifiait ses chaussures pour éviter de laisser des empreintes exploitables. Ce n'est pas la rage d'un instant. C'est une prédation froide et méthodique. Les psychiatres qui l'examinent concluent à un trouble de la personnalité sadique. Ils le décrivent comme calculateur, manipulateur, dépourvu de toute empathie. Ils notent l'absence totale de remords. Le 20 décembre 1993, Paul Charles Denyer plaide coupable devant la cour.
Il est condamné à 3 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais en 1994, cette sentence est modifiée en appel pour une raison technique. La peine perpétuelle est maintenue, mais avec une durée minimale de 30 ans avant toute demande de libération conditionnelle. Ce détail, apparemment mineur, deviendra au fil des années une source de controverse immense. En 2003, 10 ans après les meurtres, Paul Denyer annonce depuis sa cellule qu'il se considère comme une femme transgenre. Il adopte le prénom Paula et adapte sa tenue vestimentaire. Il demande à être transféré dans un établissement pénitentiaire féminin et réclame un traitement hormonal. La justice australienne rejette ces demandes. En 2014, il abandonne cette identité et se réidentifie comme homme. Les spécialistes de la psychologie criminelle sont formels. Ces épisodes n'expliquent pas les crimes commis en 1993. Ils ne modifient pas l'évaluation du risque posé par cet individu. Entre-temps, Denyer envoie des lettres depuis la prison. Dans l'une d'elles, adressée à un parlementaire, il affirme ne plus représenter de danger pour la société. Il dit s'être réhabilité. Il sollicite un soutien politique pour sa libération. Ces lettres ne trouvent aucun écho favorable. En 2023, 30 ans après les faits, Paul Charles Denyer devient éligible à une demande de libération conditionnelle. L'information se répand rapidement. Une pétition rassemble plus de 32 000 signatures en quelques jours pour s'y opposer. Les familles des victimes se mobilisent. Le frère de Natalie Russell, devenu médecin, prend la parole publiquement. Il déclare que rien dans le comportement ou le profil de Denyer ne justifie une quelconque réduction de peine. Les spécialistes consultés dans le cadre de la procédure confirment l'évaluation du risque demeure maximale. La motivation originelle, la haine, la compulsion, le sadisme, n'a jamais fait l'objet d'un traitement efficace. Il n'existe pas, à ce jour, de protocole thérapeutique permettant de traiter ce type de profil avec des garanties suffisantes. La demande de libération conditionnelle est rejetée. Paul Charles Denyer reste incarcéré. Les autorités australiennes précisent qu'il ne pourra être libéré qu'en cas de maladie en phase terminale ou d'incapacité physique grave. 3 jeunes femmes, 7 semaines, 2500 mètres de rayon autour d'un quartier paisible du sud de Melbourne. Elizabeth Stevens avait 18 ans. Elle venait de quitter la Tasmanie pour construire une vie nouvelle. Deborah Freem en avait 22. Son nourrisson l'attendait à la maison quand elle est sortie acheter du lait. Natalie Russell en avait 17. Elle rentrait de l'école sous un ciel d'orage. Le sentier où elle a été tuée a depuis été rebaptisé. On l'appelle aujourd'hui Nat's Track. Un mémorial y a été installé. Une sculpture en bronze entourée de 17 fleurs, une pour chaque année de sa vie. Ce dossier a profondément marqué le droit australien. Les procédures de libération conditionnelle pour les crimes graves, homicides, infractions sexuelles, crimes contre les mineurs, ont été considérablement durcies. Des lois spécifiques ont été adoptées, certaines citant nommément d'autres affaires similaires. Le cas Denyer a été utilisé comme référence dans les débats parlementaires sur la sécurité publique. Rosa Toth, la seule survivante directe, a eu la vie sauve grâce à son courage et à ses réflexes. Ce qu'elle a traversé ce soir du 8 juillet 1993 et les années qui ont suivi appartient à elle seule. Et Vicky Collins, la factrice qui a remarqué une voiture suspecte et pris la peine de le signaler, a peut-être contribué par ce geste de vigilance ordinaire à empêcher un 4e meurtre. Paul Charles Denyer est aujourd'hui âgé de 53 ans. Il est toujours derrière les barreaux. Et selon toutes les évaluations disponibles, c'est là qu'il restera. Si cette affaire vous a tenu en haleine, votre soutien compte énormément pour la chaîne. Un abonnement prend 2 secondes et permet à ce travail de continuer. Et dans les commentaires, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous qu'un criminel condamné pour des faits aussi graves devrait un jour pouvoir accéder à la liberté conditionnelle? C'est une question qui divise profondément, et vos points de vue m'intéressent. Vraiment, à très bientôt pour une nouvelle affaire.